Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, on fera une analyse long terme et court terme, on fera une analyse de l'order flow, je vous montrerai également un trade que j'ai pris vendredi, en vous expliquant mes conditions d'entrée, et on fera une analyse du Nasdaq et du S&P. Alors on va voir notre clôture weekly, on a toujours très peu de volatilité, malgré qu'on avait une bonne clôture la semaine dernière, on avait ravalé ces 3 précédentes semaines, qui étaient baissières, on avait piégé pas mal de vendeurs, mais on s'est fait rejeter ici sur du court terme, sur cette zone de résistance là, et on est toujours en dessous de notre tunnel daily qu'on avait cassé, qui faisait bien office de support. On l'a cassé, il fait actuellement office de résistance, et voilà, on est vraiment bloqué ici, hop, voilà. On avait flip cette zone de résistance en support, on avait fait un pullback parfaitement, et là on la reflip en résistance, et on voit qu'on a refait parfaitement un pullback ici. Donc voilà, si on revient chercher cette borne, on peut chercher des opportunités de short, sinon la prochaine zone, elle est globalement ici aux alentours des 26 230 $. Voilà, c'est globalement la borne à surveiller. Maintenant voilà, le halving il arrive quand même, ça s'approche. Ouais, je dis ça chaque semaine, hein, mais chaque semaine il s'approche de plus en plus. On est sur à peu près avril 2024, faut compter 200 jours encore. Donc voilà, le halving qui est censé arriver à peu près, hop, je vais mettre une ligne, voilà, si on se compte, allez, vers avril 2024, voilà. Il reste très peu de temps. Je vais regarder le coût de production du BTC. Voilà, faut que je me mette en daily, ok. Donc ça nous permet de voir en gros le coût de production du BTC, hein. Donc vous savez, les mineurs qui participent à la sécurisation du réseau, ils sont rémunérés de deux manières, via les frais de transaction et via les BTC générés après chaque bloc, et eux, leur coût, ça va être tout simplement les frais d'électricité, et tout simplement le matériel qu'ils vont acheter, le matériel informatique pour tout simplement miner. Et voilà, on a un coût de revient, alors c'est une moyenne, hein, parce que ça va dépendre bien sûr des matériaux qu'ils ont, et également dans le pays auquel ils sont implantés pour l'électricité, d'accord, ils n'ont pas tous la même valeur. Et voilà, on a du coup un plancher, hein, qui est au niveau des 15 500 $. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est tant qu'on évolue au-dessus, on n'a pas des mineurs qui vendent à perte, et si on commence à aller chercher des niveaux assez bas, et ben on peut avoir des mineurs qui vendent à perte. Ce qu'il faut comprendre, c'est lorsqu'on aura notre halving, ce coût de production du BTC va doubler. Donc là, le prix plancher passera de 15 000 à 30 000 $. Alors, sauf si entre temps on a une hausse ou une baisse comme on a eu ici, ou une baisse comme on a eu ici, d'accord. Mais voilà, il passera à 30 000 $. Et généralement, le prix reste très peu de temps en dessous ce coût de production du BTC. Alors le prix plancher, c'est très rare qu'on le touche, d'accord. On voit qu'on peut être dedans, mais le prix plancher là, c'est vraiment, ça met à mal la quasi-totalité des mineurs si on va le chercher. Voilà, c'est très rare qu'on passe en dessous. On voit ici, on est légèrement passé en dessous, on s'est fait assez rapidement rejeter. Là, on a eu notre halving, on voit le coût de production qui a doublé, et voilà. Ensuite, ça a clairement fait pression à la hausse, d'accord. Donc voilà, à surveiller, mais c'est un point de repère très intéressant qui vous permet d'avoir des zones de localisation pertinentes pour faire l'investissement sur du long terme. Maintenant, moi, la zone qui m'intéresse, hein, est-ce qu'on va y aller, j'en ai aucune idée, mais pour moi, selon moi, c'est pas un conseil en investissement, mais si on retourne chercher globalement cette zone-là, ça sera une très très bonne opportunité pour rentrer sur le BTC, hein, si on fait ça avant ou même après le halving, d'accord. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est le halving, ça a de l'influence sur du très long terme. Faut pas croire que on a notre halving et ça y est, le lendemain on fait un x2 x3 sur le BTC. Non, ça se passe pas comme ça, d'accord. On réduit les BTC qui sont générés après chaque bloc, d'accord. On divise par deux, mais c'est pas pour ça que ça y est, tout change dans le réseau. Non, c'est juste, voilà, on a cet effet de rareté qui va être de plus en plus rare, d'accord. Mais en aucun cas, du jour au lendemain, on va faire un x2 sur le BTC. Donc on peut avoir un BTC qui retrace, et pourquoi pas qui part 2, 3, 6 mois après le halving. Ça, on n'en a aucune idée, mais moi, cette zone là, cette fenêtre, si on va la chercher, ça serait une très bonne zone d'entrée, selon moi, sur du très long terme. Alors voilà, sur BTC, sur du court terme maintenant, comme je l'ai dit, on est toujours sur un gros niveau de support. Après pris cette liquidité, on a réintégré, on a eu ici une petite phase haussière, et là on voit qu'on a un affaiblissement, vu que cette zone de support, qui on avait flip cette zone de résistance en support, on aurait bien aimé avoir une poursuite haussière. Malheureusement, on s'est fait rejeter au niveau de notre tunnel daily, comme je l'ai précisé ici, voilà, et de cette précédente zone de résistance. Donc globalement, là, ce qui serait bien, ce serait déjà, dans un premier temps, de valider une clôture au-dessus de ce niveau-là. On validerait ici un petit W4 heures, et la meilleure confirmation, ça serait de repasser au-dessus de ce niveau-là, flip cette zone de résistance encore une fois en niveau de support, et on pourrait chercher des opportunités de longue ici. Et surtout, voilà, on ferait une structure en W au niveau d'une précédente zone de demande, ça serait encourageant. Mais voilà, moi, mes zones d'intervention, ce que je surveille, c'est ces trois zones-là. Voilà. Là, je parle bien sûr sur du court terme, ok. C'est vraiment les trois zones que je vais surveiller.
D'un point de vue order flow, ce que je constatais, c'est qu'on a l'ouverture de position longue, on le voit ici, on a un open interest qui monte, un court qui monte, et on a également un CVD qui monte. Donc là, on a l'air d'avoir des longues qui s'ouvrent dans cette phase. Alors ce qu'il faut comprendre, quand on a des longues qui s'ouvrent comme ça, alors c'est encourageant, c'est-à-dire qu'on a des acheteurs qui poussent, maintenant faut break, d'accord? Parce que si on a énormément de positions qui s'ouvrent, mais qu'on n'arrive pas à break, d'accord? C'est-à-dire que ces acheteurs, je vous rappelle, quand vous avez un acheteur, vous avez automatiquement un vendeur, et si on a énormément d'acheteurs qui poussent mais qui n'arrivent pas à break, c'est-à-dire qu'au-dessus, il y a des vendeurs passifs, d'accord, qui absorbent tous ces acheteurs-là. Et je vous rappelle que si ces acheteurs ils s'épuisent, ils n'arrivent pas à break, et qu'on a des vendeurs qui se remontent, qui repoussent le prix, ces acheteurs-là, ils seront bloqués, et un acheteur, c'est un futur vendeur. Donc ça pourrait être clairement, on pourrait les liquider, ok, et voilà, avoir une continuation baissière. Donc attention à cette absorption, ce qu'il faut c'est vraiment break ce niveau-là, parce que sinon ces acheteurs-là seront des potentiels vendeurs par la suite. Voilà pour le BTC. Alors oui, le trade que j'ai pris, alors c'était ici, on était vendredi 17h30. Pourquoi je suis rentré en position ici? Alors déjà, on avait cette tendance haussière que je cherchais à accompagner, mais ici on a eu une confirmation de break. Déjà le fait de casser cette zone de support, ok, on la flip en résistance, on a ici break un creux assez important, structure ici en M sur du 4 heures, ok, et ici on s'est fait rejeter sur du court terme, hop, ici, voilà, on s'est fait rejeter dans cette zone là, on avait une bonne confluence, point pivot daily, tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, voilà, on avait ici une bonne confluence, et sur du 5 minutes on a fait une petite structure ici en M, d'accord. Voilà, je ne suis pas rentré ici en position parce que j'étais pas devant les écrans, mais ça m'a confirmé que cette zone de résistance, cette zone de support, on l'avait bien flip en résistance, hein, parce que ça arrive qu'on fasse des déviations, ok, mais là j'ai une confirmation comme quoi, ok, on avait des vendeurs qui étaient présents. Et j'ai tout simplement mis un ordre de vente lorsqu'on revient chercher cette zone. Alors je l'ai mis à peu près par là, et je me suis fait exécuter, voilà, sur ma ligne de coup de mon précédent M, ok. Et voilà, stop loss au niveau du précédent sommet, parce que si on a une cassure du précédent sommet, et ça invalide mon short, ok, hein, le but c'est de chercher à short cette zone, hein, parce que j'estime qu'elle est défendue par des vendeurs, et je me place du côté des vendeurs sur résistance. Maintenant si on passe au-dessus, ici si on était passé au-dessus, j'invalide tout simplement mon entrée. Et risk reward de 2 points, voilà. J'aurais pu tirer plus, hein, mais c'est toujours plus simple de dire après, le 3 points serait passé pile poil, mais c'est toujours simple de dire ouais, après j'aurais pu faire ça. Voilà, j'ai pris mon risk reward de 2 points. Voilà, c'était globalement le seul trade de ce week-end où j'avais mes conditions qui étaient clairement réunies ici pour rentrer en position. Alors, je vous rappelle, hein, le plus important c'est déterminer vos zones d'intervention, zones de support et de résistance. Donc ça on peut le faire ça avec l'action du prix, hein, comme ici je fais parfaitement. On peut avoir également des moyennes mobiles, d'accord, des confirmations sur des points pivot daily, etc., etc. Première chose, localisation, et ensuite voilà, avoir une confirmation comme quoi on a des vendeurs qui sont présents. Ici d'ailleurs j'avais une div baissière, même sur du 15 minutes de mémoire on avait une petite div baissière, voilà, on avait une petite div ici, et voilà, ça nous confirme globalement qu'on a un affaiblissement des acheteurs sur cette reprise haussière. Et voilà, affaiblissement des acheteurs dans une zone de résistance avec une confirmation de structure qui me confirme que les vendeurs sont là, le fait de faire un M, voilà, c'est clairement une bonne opportunité de short. Donc voilà, c'était simplement vous montrer le processus de pourquoi je suis rentré. Enfin, le but c'est pas de vous montrer que le trade est gagnant-perdant, on s'en fout du résultat, le but c'est le processus, la méthode, pourquoi je suis rentré en position. Alors le S&P qui a bien dégringolé depuis qu'on a eu le FOMC, le Jérôme Powell qui a parlé, c'était mercredi. Voilà, on a bien chuté, hein, mercredi, jeudi, etc. On a bien chuté, dans tous les cas on l'avait localisé ensemble, hein, que c'était une zone pour short, hein, pas besoin d'attendre les news ou autre, d'un point de vue technique, ça se voyait. Déjà depuis ce moment-là, j'en parlais comme quoi c'était pas une zone pour longue, hein, on est sur un précédent ATH, d'accord, on est sur une zone de résistance, voilà, on le voit, on a bien buté, voilà, c'était une zone clairement très intéressante pour chercher à short. Alors oui, dans ce cas, je vous dis très souvent, hein, ne cherchez pas à lutter contre une tendance haussière, hein, et lorsqu'on était ici, on avait une confirmation de tendance haussière. Maintenant déjà, je cherche à accompagner la tendance, mais quand on est sur une tendance qui est autant essoufflée, et ça on le voit comment, sur le MACD, où là on a tout simplement une grosse divergence baissière, et même sur du daily, on le voyait bien qu'on divergeait, d'accord, on avait des confirmations de divergence baissière. Divergence baissière, ce qui veut dire essoufflement des acheteurs, potentiellement fin de la tendance, d'accord, grosse zone de résistance. Ici c'était clairement une bonne confirmation pour chercher à short, et même ceux qui ont raté l'opportunité ici, où on en parlait, c'est déjà il y a quelques mois, hein, c'était au mois d'août, d'accord, c'était début août, donc il y a 2 mois,
où je vous disais comme quoi il y a des confirmations de short ici, on est venu parfaitement faire un pullback sur cette zone de résistance et on voit qu'on s'est fait parfaitement rejeter. Donc voilà, actuellement c'est pas une bonne zone pour chercher à short. Pourquoi? Parce qu'on est sur une zone de support assez long terme quand même, un gros niveau de support. Alors est-ce qu'il va break? J'en ai aucune idée. Dans tous les cas, je ne chercherai pas à short ici. Ce qu'on short ici, c'est une très bonne zone pour prendre des profits. Par contre, si on a une cassure de ce niveau-là et qu'on a une clôture weekly en dessous de ce niveau-là, on validerait ici un M-top, et là c'est clairement, on repasse dans une tendance baissière sur du weekly, et là on peut tracer un Fibo et revenir chercher nos 0,382 qui sont une très bonne zone de localisation. Voilà, c'est le prochaine target à venir chercher, et si ce niveau ne tient pas, on aura des grandes chances de revenir chercher une autre zone de rechargement longue, où ça sera une très bonne zone pour chercher des achats, même d'un point de vue long terme, hein. Les gros investisseurs, on sera, si je regarde point le plus haut, point le plus bas, on sera sur un moins 15, moins 20%, c'est une très bonne zone ici pour chercher des longues. Mais voilà, classique, hein, quand on est sur un ATH, on cherche plutôt des shorts, alors que la plupart des gens font l'inverse. Hein. Quand on était ici, c'était en mode panique, ok c'est la fin, et quand on est proche d'un ATH, tout le monde s'enflamme, tout le monde c'est le moment d'investir, ça parle de DCA sur le S&P sur du long terme, non, c'est clairement, faites gaffe à vos émotions, hein, la technique c'est toujours plus important que de suivre vos émotions et vos feelings, et vos feelings, voilà, ici on est sur une zone de résistance et on cherche à short. Et c'est pareil sur le Nasdaq qui est même beaucoup plus propre, parce que ici il nous fait une magnifique structure en M qui est très visible. On revient chercher notre ligne de coup, et en daily, et ben on fait la même chose. On fait ici une structure en M, après bien sûr un gros essoufflement. C'était surtout en daily, en weekly on n'avait pas un gros essoufflement. On avait un petit ici, mais c'était plus visible sur le S&P. Après ils sont quand même assez corrélés les deux, hein, bien entendu, donc on peut se permettre d'analyser l'autre pour prendre des décisions sur l'autre indice, mais voilà, en daily ça se voyait mieux ici qu'on avait un gros affaiblissement, d'accord, et voilà, structure en M qui nous permet d'inverser notre dynamique haussière, hein, qu'on avait instaurée. Ici on voit que les creux sont bien de plus en plus hauts, ok, et ici on a une confirmation qu'on repasse dans une tendance baissière, et on est parfaitement revenu chercher ici notre ligne de coup, et qu'est-ce qu'on constate? On a refait ici un M parfaitement. Donc voilà, on voit qu'on a des vendeurs, hein, qui défendent cette zone de prix, ce qui est tout à fait normal vu qu'on est sur une grosse zone de résistance. Est-ce que moi personnellement je vois le S&P, le Nasdaq faire un nouvel ATH et repartir to the moon au vu de l'économie, au vu comment ça se passe? Non, pour moi c'est beaucoup trop tôt, et le fait qu'on soit sur des prix, sur des niveaux de prix aussi élevés, c'est clairement des zones de short. Donc pareil, si on valide une clôture weekly sous ce niveau-là, M-top, on trace un Fibo, on constate 0,382, petite zone de support, ok, mais ensuite la prochaine zone, hein, c'est cette zone de rechargement longue, pareil, qui sera beaucoup plus intéressante. 0,382, ça peut être une bonne zone pour chercher des longues, mais avec un stop assez serré quand même, pour se méfier, parce que là ça reste une zone qui est pertinente, mais pas autant que notre zone de rechargement, qui est en confluence également avec ici une grosse structure en W qu'on a instaurée. Voilà, ici d'un point de vue action du prix, c'est assez visible, sommet de plus en plus bas, ok, on cherche à short, structure en W, on cherche à longue, M-top, on cherche à short, et même si vous voulez faire sur du plus court terme, on peut l'observer également en daily. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Sur le BTC, rien d'autre à ajouter de plus, hein. Concentrez-vous sur des altcoins qui sont fortes, si vous voulez faire de la suite tendance, hein, parce que là sur le BTC, y a rien qui est intéressant clairement. En alt forte en ce moment, on a Chainlink qui se démarque un peu, qui nous a bien entamé une bonne tendance haussière. Donc voilà, pour accompagner cette tendance, hein, si on a des pullbacks au niveau de nos moyennes mobiles, c'est des opportunités de longue. Voilà. Chainlink qui s'est bien décorrélé. Après il y a d'autres altcoins, hein, ça vous de les repérer. Mais voilà, Chainlink qui s'est bien décorrélé du BTC ces derniers jours. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.